Monsieur Paul Amekapo, vous êtes donc ancien directeur pays du NDI, consultant international en gouvernance politique et actuel dirigeant de l'Institut Tamberma pour la gouvernance ITG. Bienvenue dans cette émission. Merci beaucoup, c'est un plaisir d'être reçu dans la maison Orange. Bien, ce n'est pas votre première et c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Pour commencer, cabinet Fofana. Alors, Monsieur Paul, vous avez signé une tribune sur votre page Facebook. Vous dites qu'il y a au sein des armées des leviers démocratiques pour juguler les crises sécuritaires internes sans recourir aux coups de force. Quels sont ces leviers ? Il y a plusieurs leviers, en effet, parce que l'armée fait partie des entités investies d'autorité dans une république. Et l'armée est un corps à part entière qui revêt d'une couverture juridique parfois spéciale, donc des statuts spéciaux pour certains corps d'armée, ou qui sont reconnus comme des entités qui concourent à protéger les autorités, les institutions, les citoyens, le territoire. Et donc, l'armée fait partie intégrante du dispositif à la fois juridique et institutionnel d'une république. Et donc, nous retrouvons l'armée, au-delà de sa forme corporatiste, nous retrouvons l'armée au niveau du gouvernement. Parce que la plupart des architectures gouvernementales prévoient un département en charge de l'armée, spécifiquement. Et au niveau des assemblées nationales, nous avons également des commissions spécifiques, permanentes, en charge des questions de l'armée. Au-delà de cela, la plupart des pays reconnaissent également des entités de gouvernance du secteur de l'armée, du secteur de sécurité et de défense, qu'on appelle généralement le Haut Conseil de la défense et de la sécurité. Et donc, l'armée dans une république a un rôle prépondérant à jouer pour soutenir les actions donc, gouvernementales, la protection de la Constitution, la protection des institutions et également la protection des citoyens et du territoire. Donc ça, c'est le rôle traditionnel, conventionnel, même codifié de l'armée dans une république. Aujourd'hui, on en est à d'autres réalités. Talibé peut-être va continuer là-dessus, malheureusement. Oui. Quels sont les leviers, justement, à prévoir, à activer dans tous ces différents dispositifs pour que la menace que représentent les armées, comme c'est le cas actuellement dans la sous-région ouest-africaine, puisse justement être amenuisée. Est-ce qu'il faut, dans les textes, clairement autoriser les armées à intervenir, donc légaliser l'intervention de l'armée en cas de non-respect de la démocratie, ou en tout cas quel rôle lui confier en pareille circonstance? Le rôle ou les rôles confiés à l'armée sont clairs. C'est la protection des institutions, la protection des citoyens, la protection du territoire. Un État se définit par son territoire, sa population et les pouvoirs constitués autour des institutions. Et donc, le rôle confié à l'armée, c'est justement de s'assurer que l'État existe, que l'État est solide et que l'État est viable. Et donc, toute atteinte à la sûreté de l'État menée par l'armée est une haute trahison. Et donc, c'est un crime imprescriptible. Il faut dire les choses comme elles sont. On peut reconnaître des anomalies lorsqu'elles se présentent, mais ce n'est pas pour autant qu'on doit les légitimer ou encore mieux les légaliser. Il est important de remarquer que c'est une anomalie. Et lorsque vous prenez les définitions des coups d'État, le coup d'État est défini comme un renversement d'un pouvoir par une personne ou par des entités investies d'autorité. Et l'armée, justement, investie d'autorité. Et cette autorité est utilisée de manière illégale et souvent même brutale contre les institutions, contre le peuple et contre le territoire. Tout ce qui symbolise un État.
Et donc le débat qui se mène actuellement est un débat d'idées qui mérite d'être mené dans la CEDEAO. Parce que ce que nous avons remarqué, c'est que pour ce siècle, ce 21e siècle, de 2000 à 2023, le monde a connu 55 tentatives ou des coups d'État consommés. Et sur les 55, 29 viennent d'Afrique. Et sur 29, donc, ont été des coups d'État plutôt consommés. Et sur les 29 consommés, 23 viennent d'Afrique. C'est quand même ahurissant. Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes déjà des pays qui sont en voie de développement pour la majorité. Nous sommes des pays pour lesquels la démocratie est encore embryonnaire. Et donc l'armée, telle que je viens de définir son rôle, elle a justement ou investi d'autorité pour faire en sorte que cette jeune démocratie dans nos pays soit raffermie, se consolide, se construise et devienne dynamique. Et donc, porter atteinte à cette démocratie est un crime que les peuples doivent comprendre. Bien. Maintenant, s'ils ne le comprennent pas, il est important de mener un tel débat, de conscientiser, parce qu'il est quelque chose à souligner. Le peuple est un peu comme un ruisseau lorsqu'il n'est pas civiquement bien informé et bien formé. Et donc, comme tout ruisseau, lorsqu'il y a des catastrophes ou des intempéries, on remarque que le ruisseau peut être gonflé et devenu torrentiel. Et en fait, ravager tout sur le passage. Et après, on ne le reconnaît plus. Absolument. Ce que nous remarquons, c'est que ce peuple majoritairement analphabète ou mal informé sur la manière dont l'État fonctionne, sur les questions de gouvernance politique, sont émotionnellement emportés par les coups d'État et manifestent une sorte de soutien. D'adhésion qui n'est que instinctif ponctuel. Ou peut-être conditionné souvent. Conditionné, il faut réussir à disséquer cela et à prendre des mesures pour faire en sorte que le vrai peuple s'exprime. Parce que la manière dont le vrai peuple devrait s'exprimer est clairement définie dans toutes nos constitutions. Absolument. On dit que la souveraineté appartient au peuple. Et ce peuple peut l'exercer directement à travers des référendums ou à travers ses représentants élus. On n'a pas dit autre chose. Oui. Et donc, n'affirmons pas ce que nos institutions ou nos lois, nos normes... D'où le principal mode de dévolution du pouvoir reste les élections. Oui, je veux dire Baldé et puis Diarraï. Oui, Monsieur Paul, qu'est-ce que vous pensez de la force anti-coup d'État et antiterroriste que les chefs d'État de la CEDEAO quand même ont agité? Est-ce que si une telle force était opérationnelle à date, ça aurait pu dissuader cette cascade de coups d'État en tout cas qu'on est en train de vivre dans notre sous-région? Il est important de comprendre d'abord qu'en matière de gouvernance politique, toute atteinte à la sûreté de l'État pourrait revêtir à la fois une portée militaire ou une portée politique. Les crises liées au coup d'État sont des crises militaro-politiques à deux échelles. La première échelle, c'est quand le coup d'État intervient. S'il n'est pas reconnu par les autres pays, c'est-à-dire par le monde diplomatique, par la communauté internationale, alors ça reste à l'étape d'une crise militaire. Si le coup est consommé par la communauté internationale, ça devient une crise politique, d'où s'ouvrent généralement les transitions. Et donc l'étape dans laquelle nous sommes actuellement au Niger, c'est l'étape d'une crise militaire. Une crise militaire. Militaro-politique, mais la magnitude est d'abord militaire. Et donc la réponse doit être éminemment militaire. C'est pour cela que vous allez remarquer que la CEDEAO, dans un premier temps, a voulu envoyer le président Talon, mais s'est abstenu pour envoyer le Tchadien, qui est un militaire, pour voir si un langage militaire pourrait faire entendre raison à ces putschistes. Ensuite, la délégation qui a été retenue ou humiliée, pratiquement humiliée au Niger, a été conduite également par un ancien dirigeant mais militaire,
un général aussi, et une haute autorité musulmane, le sultan de Sokoto, que moi j'ai eu la chance de connaître. C'est une personnalité, une personne morale de grande envergure. Et donc, nous avons compris que la position des militaires, c'est de faire en sorte que la crise militaire perdure. Parce qu'ils ont compris qu'une transition politique ne peut pas s'ouvrir. Et donc, face à cela, les mesures militaires doivent être prises. Et vous n'êtes pas sans savoir que le Nigeria, c'est la première force militaire de la CEDEAO. L'armée du Niger ne représente même pas 1/5 de l'armée nigériane en termes d'effectifs. Et au-delà de l'effectif, il y a la logistique, il y a la doctrine militaire, il y a l'expérience. Et donc, au-delà du Nigeria, il y a les autres pays de la sous-région. Et vous comprenez le rapport de force. Qui actent déjà leur participation, au plan sous-régional. Absolument. Et au-delà de la sous-région, il y a la coopération militaire internationale qui fait intervenir d'autres États, comme les États-Unis, comme la France, comme d'autres États qui ne se prononcent pas. Beaucoup d'États de l'Union européenne. Donc cette coopération militaire qui peut activer des hommes, des forces étrangères déjà positionnées au Niger, d'où le communiqué des putschistes qui veulent que ces forces étrangères quittent déjà le territoire nigérien. Je pense que c'est déjà trop tard parce qu'ils sont déjà dans la crise militaire. Nous ne sommes pas des stratèges militaires, mais nous comprenons très bien que pour résoudre une crise militaire, il y a plusieurs moyens. À leur sein, il y a l'espionnage, il y a les interventions, et pour l'instant, ils considèrent le président du Niger comme un otage. Et donc, il faut libérer cet otage. Il faut libérer cet otage. Mais est-ce que la CEDEAO dispose de suffisamment de moyens pour justement mettre en application les menaces de faire intervenir une force d'intervention à Niamey ou bien au Niger? Bien sûr. La CEDEAO dispose de moyens. J'ai déjà évoqué tout à l'heure le rapport militaire. Même tous les pays qui soutiennent la junte actuellement et qui sont également dans la situation de coup d'État, je ne vais pas donner des chiffres exacts parce que ça peut faire partie des secrets défense, mais leur armée ne font même pas la moitié de l'armée nigériane seule. Et donc, en termes de logistique, les armées burkinabé et maliens réunis ne font pas la moitié de l'armée nigériane de l'effectif. Même en termes de logistique, même en termes de logistique, et nous savons déjà qu'il y a d'autres bases sur le territoire. Ça veut dire que le rapport de force est déjà déséquilibré en défaveur de la junte au Mali actuellement. Il faut retenir également quelque chose, et c'est très important. Il y a de ces guerres qu'on gagne sans faire de combat. Il y a de ces victoires sans combat. Bien. Et je pense que dans le cas spécifique du Niger, il y aura une victoire qui sera matérialisée par la libération du président Bazoum et sa remise en selle sans nécessairement passer par la guerre. Parce que la guerre, parfois, c'est le rapport de force. On capitule, c'est pas parce que tous les combattants meurent. Mais à un moment donné, on sent que la force est déséquilibrée. Et donc, on capitule. Ça a fait appel au réalisme. Absolument. Et nous pensons que c'est ce qui se joue. Et ce réalisme-là, qui doit faire montre de ce réalisme? La junte. C'est la junte. Bien sûr. Bien sûr. Doit se rendre à l'évidence. Des sanctions économiques. Bien sûr, parce que lorsque vous suivez toutes les déclarations, nous avions suivi la déclaration du président américain hier, et nous savons que ce n'est pas rien en matière, c'est la première puissance qui demande la libération mondiale. Nous avons suivi aujourd'hui la tribune du président déchu, qui a justement spécifiquement fait appel aux États-Unis et a fait également appel aux autres nations qui sont mues par la démocratie, de venir le soutenir, de le libérer et de remettre en marche la démocratie nigériane. Donc nous savons qu'il y a quelque chose qui se joue au niveau du Niger actuellement et dont la portée dépasse le territoire ou la seule scène politique nigérienne. Du Niger. Oui, Garay, on reste un peu avec vous avant Emmanuel Milimono, oui. Inutile de revenir sur le rôle de l'armée que vous avez justement très bien expliqué dans ce studio, mais selon vous, qu'est-ce qui expliquerait ce retournement de situation de la part des militaires dans les pays de la sous-région? Est-ce qu'il faut s'attaquer? Est-ce qu'il y a un précédent sur lequel il faut s'attaquer qui accentue cette attitude
attitude chez les militaires, où il faut justement déconstruire ce que beaucoup qualifieraient de mauvaise foi de la part des militaires d'accéder au pouvoir à travers les armes. Oui, il y a beaucoup d'interrogations qui se posent à ce niveau actuellement. Nous pensons qu'il y a plusieurs facteurs cumulés. D'abord, il y a l'effet contagion. Puisque les coups d'État ont marché dans certains pays, ça peut marcher également chez nous. Or, les contextes ne sont pas du tout les mêmes. Deuxième facteur, c'est la proximité de l'armée au pouvoir. Et vous n'êtes pas sans savoir que les corps d'armée, puisqu'il y a plusieurs corps au sein d'une famille militaire, les corps d'armée qui font la plupart du temps des putschs sont ceux qui gardent le pouvoir, sont ceux qui gardent l'institution qu'est la présidence. Et donc, il y a cette proximité qui fait qu'à un moment donné, la soif du pouvoir, l'appétit du pouvoir fait passer ces militaires à l'acte. Ouais. Et le dernier facteur, c'est généralement les crises. Vous semblez questionner même la nécessité de cette garde prétorienne. Monsieur Paul. Justement, parce que nous pensons qu'il faut réorganiser, parce que la plupart du temps, ce ne sont pas les chefs d'état-major ou le chef d'état-major général qui fait le putsch. Or, c'est lui, normalement, qui est le chef de toutes les armées. Ouais. Et donc, cela démontre clairement que la question de proximité est à définir. Il faudrait que tous les corps puissent quand même protéger la présidence. Que ce soit les bérets verts, les bérets rouges, quelle couleur de policiers, les policiers, les gendarmes, voilà. Qu'on puisse quand même à chaque fois une garde changer mixte pour qu'il n'y ait pas un privilège de cette fonction-là et qui fait parfois qu'on confond la fonction de protection et le besoin de pouvoir incarner également le pouvoir. Emmanuel Milimono, pour continuer. Deux questions peut-être. La première, c'est lorsque vous redéfinissez les leviers qui existent au sein de l'État, au sein des armées pour juguler donc les crises sécuritaires, est-ce que vous êtes en train en réalité contester l'argument selon lequel l'insécurité peut pousser donc l'armée à faire irruption sur le champ politique, parce que c'est à peu près le narratif qui est fourni en premier temps. Le territoire est occupé, on n'arrive pas à faire face au terrorisme, il y a ci, il y a ça. Ça, c'est la première question. La deuxième question, en partant du constat que ce sont justement les gardes prétoriennes généralement qui renversent le pouvoir qu'elles ont charge de protéger. Parce que il faut peut-être penser finalement à un modèle où on aura par exemple une garde qui peut être facilement plus défaite par l'armée en tant qu'institution, parce que généralement la garde présidentielle semble avoir dans beaucoup de pays des moyens et une logistique qui dépassent parfois certains corps de l'armée. En Guinée, je pense aux forces spéciales que n'importe quel corps de l'armée ne peut pas affronter. Faut-il avoir une garde avec des moyens limité par rapport à l'armée, le reste de l'armée en tant qu'institution pour qu'elle puisse rétablir après l'ordre? Non, je pense que ce sont des alibis qui font un rapprochement entre une telle crise ou un problème avec justifiant le fait de prendre le pouvoir par la force. Parce que au Niger, parce que c'est ce qui nous intéresse actuellement, la garde présidentielle n'est pas au front. C'est une garde qui compte moins de 1000 éléments. On parle de 700 éléments et qui est toujours autour de la présidence, toujours bien à l'aise. Absolument. Jouffue, avec des éléments qui ont des treillis toujours bien polis, bien repassés, qui mangent, qui voient leur famille au quotidien. Contrairement au reste de l'armée, des 30 qui sont dans le feu de l'action. Armées qui sont au feu de l'action, qui sont au front, qui vivent des conditions difficiles. Maintenant, ils font le coup et ils font semblant de dire que oui, c'est justement pour faire en sorte des questions de sécurité, d'avoir plus de moyens. C'est faux. Ce n'est pas justifié. Et nous savons tous très bien que le ralliement, par exemple, que la garde nationale et même l'état-major général de l'armée nigérienne a apporté, le soutien apporté aux putschistes est un soutien, disons... opportuniste et peut-être même forcé. Est un soutien forcé. Parce que nous savons que les négociations ont duré.
pratiquement une journée. Et eux-mêmes, ils ont dit après qu'il y a eu certains éléments de la garde nationale qui ont signé des actes de requête pour un soutien militaire de la France, spécifiquement. Ça veut dire qu'il n'y a pas une cohésion, il n'y a pas un soutien. Donc, ils n'avaient pas de choix. Et donc, ils se sont résolus à pouvoir suivre la garde présidentielle d'à peu près 700 éléments. Et donc, ce qui se déroule, il faut revenir là-dessus, c'est une anomalie. Les coups d'État ne doivent pas être autorisés. Les coups d'État ne doivent pas être justifiés. Et la seule chose qui légitime certains coups d'État, c'est l'engagement pris par les juntes d'opérer des réformes, de conduire une transition et d'aller vers un retour à l'ordre constitutionnel dans l'espoir que la démocratie serait beaucoup plus dynamique. Il n'y a aucune junte qui, après le coup d'État, a promis un retour à la monarchie, en disant que les membres de la junte deviendront donc la famille régnante et que la succession serait organisée au sein de la junte. Je pense que si une seule junte ose poser cela comme une condition, aucune opinion publique n'allait les suivre. Et donc il faut garder à l'esprit que la démocratie est ce qui préoccupe nos peuples. Il faut faire en sorte que ce raccourci dangereux qui est le renversement opportuniste des autorités élues, des pouvoirs civils par les armées, que ce raccourci opportuniste s'arrête. Certains disent que la CEDEAO joue son va-tout, sa crédibilité. Dans le cas du Niger, si ça passe, Alassane est sur un siège éjectable, Macky, même s'il est sur le départ, le Ghana, le Libéria et tous les autres pays, la Guinée-Bissau, il a échappé belle la dernière fois. Donc, est-ce que vous avez le même schéma pour dire que elle joue toute sa crédibilité le dimanche? Absolument, j'ai le même schéma. Et peut-être pour des activistes politiques ou de la société civile que je vois partout en Afrique, qui avancent le panafricanisme, qui avancent le sentiment anti-impérialisme et aussi le sentiment anti-français comme une raison, je dis, mais ils ont complètement tort. Ils doivent réfléchir mieux leur posture. Parce que ce qui se joue aujourd'hui engage la génération à venir. Nous devons mettre fin au coup d'État. J'avais tenu le même discours lorsqu'aux États-Unis, un 6 janvier 2021, un certain Trump a voulu opérer un coup d'État. J'avais tenu la même posture. J'étais encore au NDI et je l'exprimais clairement que c'est un mauvais précédent. Et ce qui se joue actuellement au Niger coïncide avec le procès contre Donald Trump, un milliardaire, un ancien président, populaire soi-disant, mais il est traqué aujourd'hui. Ça veut dire que le coup d'État ne doit pas être permis. Ce n'est pas seulement pour le Niger, ce n'est pas seulement pour l'Afrique de l'Ouest, pour l'Afrique, mais c'est pour l'humanité. Vous êtes un analyste politique. Est-ce que vous êtes aussi d'accord que le seul mode de dévolution du pouvoir, donc la seule voie de prise de pouvoir conventionnelle, qui est les élections, si les prises de pouvoir par les militaires enterrent ce mode de prise de pouvoir, est-ce qu'on sera dans un schéma anarchique de toute forme de prise de pouvoir, et par des coups d'État militaires, et par des rébellions, et par des insurrections? Est-ce que c'est ce schéma qui guette et la sous-région et peut-être tout le continent? Absolument, c'est pour ça qu'il faut y mettre fin. Aujourd'hui, même parmi les corps armés, il y a certains qui sont plus forts que d'autres. La force n'est que temporelle. La seule force éternelle est celle qui appartient au peuple. C'est pour ça qu'il est universellement reconnu que la souveraineté appartient au peuple. Et seul le peuple peut l'exercer. Et nous avons connu dans d'autres coups d'État, au Burkina Faso, il y en a 2. Je pense au Mali d'ailleurs, il y en avait également 2. Et donc les forces là ne sont pas éternelles. Et il faut mettre fin à cela, ramenant réellement le pouvoir au peuple, en reconnaissant l'essence même de la souveraineté et en faisant en sorte que nous bâtissions aujourd'hui des institutions et des corpus juridiques qui protègent et garantissent cette souveraineté, la démocratie et le développement de nos pays. Le Niger a déjà connu 10 chefs d'État. Je pense que Bazoum est le 10e. Et sur les 10, la moitié, donc 5, étaient parvenus au pouvoir par des putschs.
mais ils n'ont pas fait de miracle. Absolument. J'avais lu leur histoire, ils avaient lamentablement échoué. Et c'est pour ça que je disais que pour tous les putschs, il y a 3 temps. Il y a le temps de l'euphorie, et donc parce qu'on veut tourner une certaine page, parce que justement on a pris le temps de retracer quelques dysfonctionnements, quelques échecs des régimes renversés, et on les avance. Et lorsque vous y prêtez garde, on ne propose rien en retour. La junte au Niger n'a rien proposé en retour. Bazoum n'a pas fait ci, Bazoum a fait ci, la France s'immisce, mais qu'est-ce qu'il propose? Après, c'est peut-être faire recours à des mercenaires qui vont demander de comptes, qui vont demander à être payés. Et qui vont prendre les mines, exploiter les mines. Lorsqu'ils ne seront plus à même de les payer, ils seront les mêmes à les renverser. Ils ont voulu s'attaquer à Kremlin. Ce n'est pas Bamako qui serait très éloigné ou très difficile à attaquer par ces mercenaires. Et donc, je pense que nous devons raison garder, aborder froidement cette question et unanimement dire que les coups d'État n'ont plus leur place en Afrique. Faisons en sorte que notre démocratie, quelles que soient leurs vicissitudes, trouve les mécanismes pour se perfectionner, et nous allons donc parvenir à une démocratie raffermie qui protège les institutions, qui protège les populations, qui protège nos territoires et qui ferait en sorte que le développement soit durable dans le pays. Voilà, c'était donc la lecture, l'analyse de notre invité, notre éminent invité du jour, Monsieur Paul Amekabo, qui était le directeur pays de NDI en Guinée, consultant international en politique, en gouvernance politique et dirigeant actuel de l'Institut Tamberma pour la gouvernance. Merci d'être venu, merci pour votre disponibilité. Merci beaucoup à vous, et c'est un plaisir de partager ce temps avec ces éminents chroniqueurs de Film FM. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Merci à toute l'équipe ici en studio derrière la baie vitrée. Demain c'est Mirador Mix. Lundi, le retour avec Aboubacar Diallo aux manettes, et nous suivrons l'évolution de la situation en Guinée et dans la sous-région.